Ce soir, on est très heureux d'accueillir Gérald Duchossois. Bonsoir à toutes et à tous. Il est le co-auteur avec Romain van der Stiele de cet ouvrage, Mario Bava, le magicien des couleurs, d'ailleurs que nous avons, grâce à la librairie 1000 pages, que tous les Vincénois et les Parisiens connaissent, pu récupérer un certain nombre d'exemplaires que vous pourrez donc, si vous en avez envie, acheter et vous faire même dédicacer, si Gérald en a le temps à l'issue de la projection, pour présenter un film de Mario Bava. Je crois que c'est la première fois qu'on passe un film de Mario Bava au Ciné-Club. 6 femmes pour l'assassin. Donc, juste une petite, peut-être, introduction courte avant la séance. Oui, alors, pour resituer Mario Bava, donc c'est un auteur, un réalisateur de films de genre des années 60 italiens, années 60-70, né en 1914 à Parme et qui vient d'une famille de cinéma puisque son père était sculpteur, illusionniste et puis surtout chef opérateur pour la maison Pathé qui à l'époque, dès les débuts du cinéma, était allé s'établir en Italie. Et donc le père de Bava avait commencé en tant qu'opérateur caméra, puis il est devenu chef opérateur. Et Mario Bava lui-même, dans sa jeunesse, ambitionnait d'être peintre et pour gagner sa vie, est devenu électricien, illusionniste. Il a fait 1000 métiers, tous liés au cinéma. Donc c'était vraiment un homme de cinéma, un technicien pur, très très porté sur la technique, sur les mouvements de caméra, sur les couleurs, sur les objectifs, sur les caméras. Enfin vraiment quelqu'un qui maîtrisait la technique comme Roman Polanski peut la maîtriser et qui venait vraiment d'une famille de cinéma. Son fils lui-même, Lamberto, est devenu réalisateur et son petit-fils, Roy, est lui-même réalisateur à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une famille qui parcourt l'histoire du cinéma italien. Donc Mario Bava, en fait, était un technicien très très recherché après-guerre puisqu'il a commencé avec Roberto Rossellini sur son premier court-métrage en tant que chef opérateur et puis après a commencé à travailler pour les grands studios et pour toutes les grosses productions américaines qui étaient tournées à Cinecittà après-guerre. Et à partir de là, reprenait en fait, comme Sergio Leone, certains tournages qui allaient à volo. Et puis, grâce à sa grande technique, sa maîtrise du planning, permettait au film d'être terminé en temps et en heure. Donc c'est grâce à ça, sur la bataille de Marathon en fait, qui allait droit dans le mur, que la Galatea, qui était une grande société de production, lui a permis de réaliser son premier film en 1960, Le Masque du démon. Donc Mario Bava est un instigateur du cinéma fantastique à l'italienne, donc qui est né plus ou moins avec Riccardo Freda à la fin des années 50 et puis après en 1960 avec Le Masque du démon, qui est un film qui a marché dans le monde entier, qui est sorti aux États-Unis en grande pompe, dans toute l'Europe, en Asie, un film qui a énormément marché. Et puis après, qui a réalisé des films qui étaient soit des ersatz de grosses productions, soit des films plus personnels. Et là, on arrive avec 6 femmes sur l'assassin, en fait, qu'il a tourné juste après avoir tourné Trois visages de la peur, qui était un film à sketch, comme c'était souvent le cas en Italie au début des années 60, où il y avait de nombreux films à sketch, comme Boccaccio 70 par exemple. Tous les grands auteurs faisaient des films à sketch. Et puis Bava, en fait, après Le Corps et le Fouet, qui est un film qui avait été interdit, un film sur le sadomasochisme, très littéraire, avec Christopher Lee, puisque ça s'inspirait beaucoup des films de la Hammer, le studio anglais qui a eu beaucoup de succès dans le monde entier dès le milieu des années 50. En fait, Bava arrive à créer un genre qui s'appelle le giallo, qui était en fait inspiré de romans qui étaient jaunes. Donc, en fait, il y avait les romans bleus qui étaient les romans à l'eau de rose chez Mondadori, la grande maison d'édition, et puis les romans jaunes qui étaient des films, qui étaient des livres, des thrillers si vous voulez, où
on devait suivre un tueur, et en fait, le 6 femmes pour l'assassin est à la fois une création du giallo en tant que genre cinématographique et aussi un démarquage des films policiers allemands qui s'appelaient les crimis, puisque à l'époque, il y avait des adaptations d'Edgar Wallace, qui était un écrivain britannique, qui était adapté en Allemagne pour faire des films policiers. Voilà, les ancêtres de Derrick viennent là, ce rythme un peu lent, cet enquêteur qui met un certain temps à trouver les enquêtes, voilà, ça vient du crimi, donc des films en noir et blanc. Et Bava, en fait, en 64, fait le 6 femmes pour l'assassin, dont il est aussi le scénariste, le chef opérateur, puisque Ubaldo Terzani, qui est le chef opérateur, était en fait plus ou moins uniquement chef électricien. Enfin, il y a beaucoup de discussions pour savoir quel était l'apport de son chef opérateur, puisque Bava continuait en fait à la fois à écrire les scénarios, à travailler sur le son, à travailler sur la photo, à travailler sur le montage. Donc voilà, en technicien accompli, il établissait toute la chaîne du cinéma, hormis la promotion, parce qu'il c'était pas quelqu'un de très médiatique. Et donc avec ce film, 6 femmes pour l'assassin, il lance un genre à part entière qui s'appelle le giallo et qui sera très célèbre à partir de 1970 avec Dario Argento, plus spécifiquement, puisque ça marchera dans le monde entier. Et Argento dira toujours que Bava était son père spirituel et tournera même des scènes pour Bava à la fin des années 70, et puis fera travailler Mario Bava à la toute fin de sa carrière, quand il avait des difficultés financières à la fin des années 70, en tant que trickiste sur certains de ses films. Donc là, ce soir, vous allez pouvoir découvrir le film matriciel d'un certain genre du cinéma italien, puisque Mario Bava créera aussi après, dans les années 70, le slasher que vous avez pu voir après, surtout aux États-Unis, qui est devenu un genre très très populaire. Et donc Bava, voilà, est l'instigateur du fantastique à l'italienne, le créateur du giallo et vraisemblablement aussi du slasher, avec le tueur qui est à la poursuite souvent de couples adultérins, ou alors qui sont illégitimes. Donc il y a aussi une grande part de valeurs chrétiennes chez Bava. Enfin bon, on parlera de tout ça après si vous voulez, mais voilà, je vais m'arrêter là. Bon, merci beaucoup. Et puis on va revoir le film avec vous, donc on se retrouve après pour en discuter, j'espère. Merci. Bonjour, Serge Casse. Le film est une mise en scène exceptionnelle, des lieux, un décor magistral, avec entre la richesse de l'intérieur des pièces, qui sont très larges, on voit le tueur et qui arrive successivement au cours de mouvements à l'intérieur de la pièce. C'est une mise en scène remarquable. Vous avez dit qu'il était un très grand, c'est un très grand. Et c'est magistral. C'est un peu peur, mais c'est à la fois torpeur et grandeur, l'absurdité non. On recherche effectivement quel est le coupable, et on est dans les mois. On est dans les mois. Grand auteur. Voilà. Merci. Alors, comment tu as dit? Torpeur et stupeur. Torpeur et stupeur, on est en émoi. Est-ce qu'on peut démarrer un petit peu? C'est pas faux. Oui, je reviendrai d'abord sur la première chose que vous avez dite à propos du décor, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être à chaque fois d'être dans un décor assez vaste. Or, on est toujours contraint en fait par l'espace. À chaque fois, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir la petitesse du cadre qui est imposée. En fait, à chaque fois, on est dans des pièces qui peuvent paraître vastes, mais qui ne le sont pas. Qui donnent l'impression. Voilà, on a une ampleur en fait qui est à chaque fois restreinte. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alors, effectivement, du fait de la composition des plans, et puis aussi de ce qui va meubler les plans. Alors, évidemment, les meubles. Je ne sais pas si vous avez noté, mais beaucoup de meubles sont recouverts de drap blanc, comme si on était déjà en fait passé dans une espèce de cadre mortuaire. Ça, c'est vraiment surprenant à chaque fois, comme si on avait ces personnages qui étaient déjà morts.
comme des zombies qui erraient, ou en tout cas que le réalisateur manipule comme des pantins. Parce qu'on a affaire à de nombreux mannequins en osier, et on a aussi affaire à des mannequins. Donc c'est à la fois surprenant qu'on vêtit au bon vouloir à la fois des clients, puisque on a l'impression que dans les maisons dans les années 60, c'était beaucoup comme ça. On défilait toute la journée, vous aviez les clientes qui venaient, les clients plus que les clients, qui venaient en fait se faire tailler des vêtements sur mesure, et donc on a l'impression qu'il y a une espèce de valse continue comme ça, d'enchaînement, de danse, qui est continue, et qui est une danse macabre pour le coup. Alors sinon, pour revenir à votre formule qui était torpeur et candeur, ou c'est ça ? Torpeur et stupeur. Torpeur et stupeur. Ouais. Pourquoi je suis focalisé sur la candeur ? Peut-être parce qu'il y a une espèce de tous ces mannequins dégagent une espèce d'aspect enfantin. Je pense que c'est pour ça à chaque fois que je reviens là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est qu'on entre. Alors il y a une espèce de projection mentale en fait. On suit cette intrigue qui est assez basique. On parlait juste avant des Diaboliques. Bon, on a effectivement Henri-Georges Clouzot qui revient quand même, notamment dans l'avant-dernier meurtre, avec le personnage que l'on met dans le bain, avec les yeux ouverts. Donc ça, c'est quand même une citation assez explicite. Et puis, il y a aussi le fait que ce personnage ait des traits qui s'appellent Taoline, et des traits asiatiques. Alors, on a beaucoup le travail sur les traits dans le film, comme vous avez pu le noter. On a le meurtrier qui a... La défiguration voilà, aussi. La défiguration, un grand travail à chaque fois sur les visages, parce qu'on a le meurtrier qui n'a pas de traits. En fait, on a deux meurtriers qui sont en un seul, et ce qui est assez étonnant, c'est que quel que soit le meurtrier, donc la femme, jouée par Eva Bartok, qui était une actrice d'origine hongroise, qui a eu une longue carrière avant, qui a travaillé en Italie puis aux États-Unis, et puis Cameron Mitchell, qui est un acteur américain qui, comme Clint Eastwood, est venu travailler en Italie pour trouver du travail, voilà, parce qu'il y avait moins de travail dans les studios américains à la fin des années 50. En fait, c'est ce personnage à chaque fois cette même forme, c'est-à-dire que qu'on ait un personnage filiforme comme l'actrice ou assez massif comme le personnage principal, on reste avec le tueur qui est juste une forme. Alors les Américains disent the shape, donc la forme. Nous on n'avait pas vraiment cette appellation-là, parce que par exemple chez John Carpenter dans Halloween, le Michael Myers, donc le tueur, on l'appelle the shape, parce qu'en fait à chaque fois on voit cette forme qui se dessine, cette silhouette qui est à chaque fois la même. Et c'est assez impressionnant, parce que quand on voit l'arrivée du tueur à chaque fois, qu'elle soit assez massive, donc quand il va prendre une des mannequins ou lui appliquer cette espèce de crochet à le visage, ou alors quand on voit le tueur, donc on est en contre-plongée, qui est caché derrière le dessous de l'escalier, dans avant-dernier meurtre, là on a le meurtrier qui arrive, qui est une meurtrière pour le coup, qui arrive de manière beaucoup plus souple et assez humoristique aussi. Il y a quand même pas mal d'humour dans le film. Mario Bava était quelqu'un de très joueur, donc je pense qu'il ne faut pas non plus... On voit qu'il a envie de jouer avec nous. Oui, en fait il joue beaucoup avec les codes. C'est là qu'on voit qu'effectivement le plus important, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le déroulement de l'enquête, parce que le déroulement de l'enquête est assez convenu et assez drôle, puisqu'il se moque lui-même des policiers. Quand les policiers disent on doit tout reprendre à zéro parce que c'est un maniaque sexuel, ah bon. Donc là on voit qu'effectivement il y a de l'humour, et on se moque de cette enquête qui n'a pas vraiment une importance capitale. Et ce qui est beaucoup plus important, comme vous le disiez, c'est la mise en scène, c'est la composition des plans, ce sont toutes ces sources de lumière en fait qui viennent à différents moments et qui n'ont rien à faire là. Par exemple, quand vous êtes sous l'escalier à un moment donné, quand donc le personnage joué par Cameron Mitchell descend l'escalier pour aller jusqu'à la cave, vous avez un spot violet qui arrive et qui n'a rien à faire là. Donc tout est assez étonnant en termes de couleurs par rapport à ça.
C'est génialissime, le coup de la bibliothèque qui s'ouvre et qui descend en macabre. Oui, ça nous rappelle un autre film antérieur de Mario Bava, si je ne me trompe pas, qui est Le Masque du démon. Oui. C'est un tableau. Alors oui, c'est un tableau, c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses qui rappellent le masque du démon, parce que le policier parle de masque, en fait, à ce moment-là. Donc je pense que c'est une référence effectivement au masque du démon, donc le premier film de Mario Bava. C'est plus un film d'horreur, on va dire. Oui, c'est plus un film d'horreur gothique, assez traditionnel, avec des sorcières traditionnel. On pourrait même dire, j'ai oublié de le dire dans mon commentaire, on pourrait même dire qu'à travers, dans notre pensée intérieure, à travers les mannequins, il y a la fumée qui sort. Allez-y, puis après je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit. Oui, ça c'est vrai, effectivement, il y a une grande part de pensée intérieure. En fait, notre pensée en tant que spectateur est projetée à l'intérieur du film et on se trouve enfermé dans le film. Alors ce que vous disiez par rapport encerclé, oui, exactement. Cette contrainte en fait du cadre, hein, parce qu'en fait il y a pas mal de discussions quant au format exact du film. Il serait là, c'est en 1,85 et il y a pas mal de discussions quant au fait que le film aurait été 66, exactement qui est plus un format italien, exactement, et qui était plus le format traditionnel, qui aurait été adapté en 1,85, donc qui élargit un peu notre spectre, mais qui du coup coupe un peu en haut et en bas. mais qui coupe exactement. Et là, quand on regarde, on n'a pas tellement l'impression que ça soit coupé tant que ça. Alors il y a certains moments où on se pose la question, quand on regarde de nombreuses fois, quand on se pose la question de savoir quel devrait être le bon cadre. Mais cet enfermement-là qui joue, et le 1,66 c'est quand même assez surprenant par rapport à ça. Au début, quand on avait écrit le livre, on s'est beaucoup posé la question des formats. C'est vrai que le 1,66 c'est un format qui est le format utilisé en Italie. Voilà. Enfin, ceux qui viennent souvent savent que sur ces questions de pure technique, projection et d'image, on en parle souvent, mais effectivement, c'est un format qui était le format le plus utilisé en Italie à cette époque-là. Et qui provoque quand même cet aspect d'enfermement de manière plus importante que le 1,85. Et comme c'est un format auquel on est toujours assez peu habitué, en tout cas qui est quasiment plus utilisé, c'est vrai que nous, maintenant, avec le recul, on est beaucoup surpris par ce format-là. Donc là, en fait, on a posé la question à son fils, Umberto Bava, donc, qui est devenu son assistant après ce film-là, donc en 1965, l'année d'après, et qui nous a dit que, en fait, il avait souvent posé la question à son père et qu'il n'avait jamais voulu, qu'il n'avait jamais voulu choisir. Donc en fait, il y a eu de nombreuses hésitations et qu'il avait laissé le choix en fait aux distributeurs suivant les pays d'exploiter en 1,66 ou en 1,85. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de. C'est étonnant parce que quand même une des choses qui est très frappante dans le film, on va peut-être revenir sur 2-3 choses et vraiment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Parce que, alors déjà, c'est à la fois la magnificence et l'extrême précision de la mise en scène. Donc c'est étonnant cette histoire de format, enfin moi je ne savais pas, mais c'est effectivement très étonnant. Alors il y a 2-3 choses, peut-être vous parliez du côté un peu macabre, hein, des espaces avec effectivement comment dire, quand on va dans la maison où elles habitent toutes les trois, celle où va y avoir, comment dire, la maison de Peggy, quand on va voir le kidnapping entre guillemets de Peggy, effectivement on est dans des lieux qui sont déjà recouverts dont les meubles sont recouverts, et puis il y a dans cette villa qui est une villa à la fois atelier, il y a quelque chose là d'un lieu qui est multiple, hein, c'est l'atelier, alors je ne sais pas, c'est quand même quelqu'un dans la salle, hein, je peux me permettre de le dire, qui était, voilà. Je connais les ateliers, on va vous passer un micro quand même, voilà, qui a travaillé pour Givenchy. Oui, bon, je connais cette ambiance d'atelier, cette haute couture que l'on voit là, tous ces mannequins qui sont en attente de passer les modèles, puisqu'en effet, à cette époque-là, les ateliers, les mannequins étaient fixes dans les maisons de couture et elles étaient là pour présenter les modèles
aux clientes et les clientes achetaient le modèle. Enfin voilà, c'était cet univers qui était quand même un petit peu montré dans ce film où on sent un petit peu ce mystère de ces filles qui sont là, qui attendent. Il y a ce côté un petit peu mystérieux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui restitue quand même d'assez singulier que vous reconnaissez aussi. Oui, tout à fait. À cette époque-là, c'était comme ça. C'était les mannequins. J'aimais bien comment on fait voir ces cabines où ces mannequins sont en cage et elles sont à la disposition de tous ces gens, enfin du couturier et de la clientèle. Ça existait toute cette époque-là. Bon, maintenant, je pense que c'est différent. Oui, c'est vrai que vous avez entièrement raison, ça donne l'impression d'une espèce de zoo où on a mis ces femmes les unes après les autres, ou alors ces boîtes dans lesquelles on peut acheter de la nourriture très, très années 60, ou alors comme on voit au Japon à l'heure actuelle, où vous glissez une pièce ou votre carte de crédit et vous pouvez acheter ce que vous voulez comme nourriture, et en général c'est très très coloré. Moi ça me fait beaucoup penser à ça, effectivement, le fait de choisir comme ça ces personnages qu'on pourrait extraire nous-mêmes en tant que spectateurs et qui sont vraiment à notre merci, à la merci du tueur et à la merci du spectateur, parce que je ne sais pas si vous avez cette même impression, mais il y a deux séquences où on a vraiment l'impression d'être soit en tant que spectateur déjà à l'intérieur du plan, soit on est le réalisateur. Quand le personnage est tiré en fait quand la caméra s'approche et le personnage est donc l'un des mannequins, je n'ai plus son nom en tête, mais est tiré par le sol, on a l'impression que le réalisateur lui-même s'avance, ou alors nous en tant que spectateur déjà à l'intérieur du plan, on est nous-mêmes en train d'approcher et d'être comme si on était en pleine immersion en fait déjà dans le film, déjà dans le cauchemar. Le premier meurtre dans le jardin, le meurtre d'Isabella, en fait, ça dépend des moments, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être projeté à certains meurtres et d'autres pas. C'est ça qui est vraiment étonnant. Oui, parce qu'il y a un jeu. Alors, je voulais juste terminer sur j'ai fait comme toujours un détour, mais effectivement, dans cette maison de couture, et je reviendrai après à ce passage-là, les tentures même sont grises. Oui. Enfin, elles ressemblent à des tentures mortuaires. Oui. Hein. Il y a vraiment une manière de travailler les espaces intérieurs. Alors, on le voit aussi dans la maison du comte, hein, oui, où on arrive la première fois, c'est Franco qui arrive, et là, avec la lumière, on est en pleine lumière, ils sont en train de dîner. La pièce paraît gigantesque et en même temps quelque chose déjà d'un peu racorni, pauvri. Ouais, voilà, décadent. Et puis on y revient quand elle tire le cadavre, et là, la métamorphose de l'espace par la lumière elle-même est complète, quoi. Et on devient dans un endroit qui se transforme un peu, là aussi, avec une touche au départ presque gothique, et puis ensuite avec le jeu sur les couleurs, on va y revenir bien sûr, quelque chose qui est encore plus, qui glisse vers qui passe du gothique à quelque chose qui serait presque pop, quoi. Oui, parce que autant toutes les couleurs sont très vivantes, autant toutes les peintures paraissent assez figées. À chaque fois, on a des scènes de vie qui sont, puisqu'on est en train de regarder la vie s'agiter sous nos yeux, parce que là, pour le coup, il y a une espèce de vrai ballet, donc il y a de nombreux mouvements en fait à chaque fois qui parcourent le film, et à chaque fois qu'on a des plans en fait sur les peintures, parce qu'on en voit beaucoup dans le film, je ne sais pas si vous avez noté, mais à chaque fois, quand la caméra s'approche, on a des peintures et des sculptures vraiment qui sont nichées quasiment à tous les endroits à chaque fois, et on a face à nos yeux des scènes qui sont censées être des scènes de vie, des scènes de repas, et en fait ces scènes à chaque fois donnent déjà l'impression d'assister à des scènes mortuaires, des scènes macabres. Donc ça c'est assez étonnant aussi de voir qu'il n'y a plus de vie dans ces peintures, et la vie qu'on est censé voir se dérouler sous nos propres yeux est déjà rompue, parce qu'en fait ce qu'on voit dès le début, c'est qu'on a rompu le pacte avec le réel. Le réalisme est quand même complètement abandonné, même s'il y a des choses qui sont assez marquantes. Juste avant de vous passer la parole, vous avez dit un mot qui est le mot ballet, et moi je ne peux pas m'empêcher, mais bon, moi évidemment je viens d'une cinéphilie plus classique peut-être, de penser à cause du masque, à cause du jeu sur les couleurs, à cause de comment dire, de ce côté d'assumer complètement, de se décrocher
d'une certaine forme de réalisme, même de toute forme de réalisme, et peut-être aussi à cause de la trompette, de penser au fameux Girl Hunt Ballet dans Tous en scène. Hein, vous vous souvenez, on l'a montré il n'y a pas si longtemps. Si on ne l'a pas montré il n'y a pas si longtemps, il faut qu'on le remonte, Jean-Fabrice. Dans Tous en scène, donc Fred Astaire, Sid Charisse, il y a ce ballet hyper stylisé qui est une sorte de revisitation pulp du film noir en couleur avec la musique et avec évidemment un ballet splendide entre Fred Astaire et Sid Charisse. Oui, il y a effectivement. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, pour parler de ce que vous dites, en fait, Mario Bava était beaucoup plus attiré par la peinture et la sculpture, et la littérature aussi, mais juste après. Et les seuls films en fait qu'il allait voir, parce qu'on a posé la question à son fils, nous-mêmes étions quand même assez surpris de cette influence à chaque fois du ballet, des scènes de danse, parce qu'il y a en fait un pendant à ce film qui s'appelle Une hache pour la lune de miel, qui est un film de 1968, et où il y a une grande scène de danse justement avec la caméra qui s'élève dans un atelier aussi, parce que ça se passe aussi dans un atelier de couture, mais c'est déjà un film qui est empreint beaucoup plus de l'esprit des années 70, mais c'est un film qui date de la fin des années 60 et on est déjà projeté dans les années 70 au niveau des couleurs, au niveau des mouvements, des personnages, des coupes de cheveux, c'est assez étonnant. Et le film recèle une grande scène de danse comme ça qui est mortuaire, puisque le personnage principal qui détient une maison de couture a confié à la femme qu'il souhaiterait épouser, parce qu'il est mal marié, enfin marié à une femme qu'il n'aime pas, mais qui détient aussi, qui détient la maison de couture et donc qui a l'argent. Il souhaiterait épouser un des mannequins, et donc il lui fait mettre la robe de mariée traditionnelle. Et donc ils partent dans une grande danse comme ça, et en fait la caméra se recule, et tout ce qu'on voit autour d'eux, ce sont les mannequins inanimés. Et en fait, à la fin de cette scène, ils ne vont pas arriver à un accouplement, mais il va lui donner la mort. Donc il y a effectivement cette grande envie de ballet de la part de Bava, et les seuls films en fait qu'il allait voir avec sa famille et dont il était friand, c'était les comédies musicales. Donc il avait vu Tous en scène. Donc oui, on a parlé de Tous en scène avec son fils, et effectivement c'est revenu de nombreuses fois, puisque c'était une grande source d'inspiration pour Bava, et c'est une chose dont on parle jamais. Et en fait, Moi ça m'a frappé quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est pas possible. Oui, il y a donc ces scènes de danse, et cette composition à la fois dans le cadre et puis aussi dans le déplacement des mouvements. Et en fait, les acteurs étaient très surpris avec Bava, parce que c'était des tournages qui étaient faits en 10 jours, 2 semaines, jusqu'à 2 mois pour les films où il a eu le plus d'argent. Ce qui surprenait à chaque fois les acteurs, c'était le placement, parce que souvent, à l'époque, c'était beaucoup plus, maintenant c'est différent, mais à l'époque il y avait beaucoup de croix au sol, donc ils devaient respecter le placement, en fait, ce que les Américains appellent le blocking. Et donc ils étaient très très surpris par rapport au fait que ce soit des toutes petites productions, et qu'ils doivent à la lettre vraiment respecter le placement de Bava, et c'est ce qui les énervait un peu. Et en fait, ça venait de ce désir de ballet et de ces déplacements soit dans des décors plus petits, soit dans des grands, puisqu'il y a un film qui s'appelle La planète des vampires qui est ressorti il y a 3 ans. Et en fait, c'est ça a été filmé à Cinecittà, sur le grand plateau Teatro Cinque, qui est le grand plateau en fait où travaillait Fellini, puisque Fellini et Bava étaient très amis. Et donc le plateau est immense, et en fait Bava, en plus par des jeux de miroirs comme là on a pu le voir, agrandissait encore plus le plateau, et malgré le fait qu'on soit sur un plateau déjà immense, Bava les obligeait à respecter à la lettre les déplacements des personnages dans ce film de science-fiction, dans un plateau qui lui-même est gigantesque. Donc c'était assez étonnant, mais c'était pour effectivement créer cet effet ballet, et qui marche très bien. Et aussi par rapport à la comédie musicale, il y a le fait qu'on soit... Alors là, on n'est pas vraiment en Technicolor, parce que c'était le rêve de Bava. Là, on est en Eastman Color, qui était une pellicule qui coûtait moins cher, alors qui s'est moins bien préservée, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de moments... Bon là, la restauration est bien faite. Ouais. Mais elle est assez accentuée en fait par rapport aux couleurs originales. C'est-à-dire que là, c'est une restauration Arrow, qui est un éditeur anglais, qui est connu pour accentuer ses restaurations, parce qu'on peut monter les niveaux. Et là, en fait, c'est un peu leur marque de fabrique, et c'est Bava, pour eux, leur souhait, c'est de faire exploser les couleurs. Ça marche très bien, hein, surtout avec 6 femmes pour l'assassin.
Et en fait, il y a une grande volonté d'aller vers le Technicolor. Ça, c'était le grand souhait de Bava, et de nous faire entrer, nous, en tant que spectateurs, dans ce monde des comédies musicales, ce que nous, on a appelé l'ultra-cinéma dans le livre, pour qu'on soit plus du tout, pour rompre complètement ce pacte avec le réel, pour nous faire entrer vraiment dans un monde cinéma, et de ce monde cinéma se transforme non pas en grand baleine, mais plutôt, même s'il y a des constituantes, en tout cas en cauchemar éveillé dans lequel nous, en tant que spectateurs, on entre. Bava est très très étudié par les anglo-saxons, comme de nombreux réalisateurs italiens des années 60-70. Eux, ils y voient l'héritage du Grand Guignol. Bon, moi, je ne suis pas convaincu par ça, parce que cette scène de torture, qu'on soit de n'importe quel pays, quand le film est sorti en France, il était interdit au moins de 18 ans, en Italie, il est interdit au moins de 18 ans. Je ne pense pas qu'il y ait une acceptation plus grand public en fait, de la torture, parce que là, on est véritablement dans une scène de torture. Donc ça, pour la réception culturelle, j'ai du mal à le croire. Après, ce qu'on y a vu en fait avec Romain, c'est ce qu'on appelle le beau geste fan-jeu. C'est-à-dire qu'on a on a le beau geste avec cet éclairage rouge qui magnifie ce personnage qui va passer de l'autre côté, puisqu'on va lui donner la mort via cette application de son visage sur ce poil. Et à côté de ça, on est dans le pur cinéma d'exploitation, puisque c'est ça, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de provoquer une réaction du public, parce qu'il faut voir que c'était des films qui étaient projetés, alors les films de Mario Bava en général, celui-là aussi, qui étaient des films projetés dans ce qu'on appelait la terza visione, donc c'était des salles, en fait, qui étaient situées dans les campagnes. Voilà, troisième exploitation, près des usines, dans des zones où il y avait assez peu de monde. Enfin, il y a du monde qui y vivait, mais en fait, ce n'était pas un public lettré, donc les gens allaient voir les films à 22h, et leur but, c'était de voir des films plus pour discuter que pour véritablement suivre les films. Et en fait, le but des producteurs, c'était de réveiller le public, et donc plus ça allait, plus on cherchait à montrer des films chocs. Et c'est évident, quand on suit la carrière de Bava, ça va aussi dans ce sens-là, mais comme tout le cinéma italien d'exploitation, et américain aussi, qui se répondait. En fait, il y a beaucoup de dialogues entre les films américains et italiens, parce que je vous parlais du slasher auparavant. Le dernier film, l'avant-dernier, le dernier film de Mario Bava a fait naître après tous les films de meurtre qui sont un peu sur le même système que 6 femmes pour l'assassin, et qui ont eu énormément de succès à partir de la fin des années 70 aux États-Unis, et donc dans le monde ensuite, et ensuite dans le monde entier. Moi, je pense que c'est plutôt dans cette voie-là. Et en fait, il y a une scène qui a été coupée, parce qu'on a des photos d'exploitation où on a, une fois que le visage a été appliqué contre le poil, le tueur retire le visage, et donc on voyait le visage sur des photos d'exploitation, on voyait le visage tuméfié. En fait, ils ont coupé cette scène parce qu'ils estimaient qu'ils allaient trop loin. Donc après, on la voit juste avec des espèces de boursouflures marron quand elle est à même le sol, posée le dos contre le sol. Et ils ont nettement atténué cette brûlure qui était à l'origine beaucoup plus intense, parce que Bava, c'était un peu sa spécialité dans les vampires. Et en fait, c'est un film de 58 dont il avait fait les effets spéciaux et qu'il avait co-réalisé, enfin officieusement. La scène de fin, c'est une scène de transformation du visage, comme ça qu'il avait monté avec des fibres optiques, et en fait avec un jeu de lumière plus les lentilles qu'il avait appliquées directement, parce qu'il avait une caméra Mitchell, qui était une caméra qu'il utilisait exclusivement pour les effets spéciaux. Et en fait, il était aussi très recherché pour ça, parce qu'il avait trafiqué cette caméra pour qu'on puisse changer les lentilles, et donc qu'on puisse jouer en fait avec les effets, avec l'effet de rendu, et donc ajouter une espèce de trouble. Et à partir de là, ils avaient essayé de faire ça pour 6 femmes pour l'assassin, mais ils ont retiré cette scène parce qu'elle était trop violente. Est-ce qu'on sait pourquoi Mario Bava s'est dirigé vers ce genre de film? Des films d'horreur, des films de... Est-ce qu'il y a une entité par rapport à sa vie antérieure, ou une vie familiale, ou des horreurs,
Non, au début, c'était par pas désir, mais volonté de travailler. Les films de la Hammer avaient eu beaucoup de succès en Europe et notamment en Italie. Et donc, pardon. C'est les films de la Hammer. Oui, donc c'était la Hammer, c'est une maison de production britannique qui a produit les films de Terence Fisher, donc Dracula et avec Christopher Lee, exactement, qu'on retrouve qu'on retrouve en fait, qui a joué chez Mario Bava qui s'appelle Hercule contre les vampires. Bon, il n'y a pas de vampires dans le film, mais c'est pas grave, c'était des titres d'exploitation, c'était juste pour attirer le chaland. Et après, en fait, il y a une histoire qui est totalement différente. Mais effectivement, il y avait un dialogue comme ça entre les films et puis surtout une volonté d'exploiter le filon, parce qu'en Italie, c'était ça. Il faut voir qu'à l'époque, là, on est en 1964, en 65, par spectateur, c'est comme si chaque Italien avait vu 14 films par an. Donc tout ça pour dire qu'il y avait des gens qui n'allaient jamais au cinéma, il y en avait qui ne voyaient pas de films, et donc vous pouvez imaginer le nombre de films que les spectateurs pouvaient voir, parce que la télévision n'était pas encore autant répandue dans les foyers, ça coûtait encore très cher, donc les gens allaient très très facilement au cinéma. Et il y avait des salles partout en Italie, mais vraiment c'était impressionnant. Et il y avait beaucoup de salles, alors il y avait les ciné-clubs, il y avait les salles paroissiales qui ne passaient pas véritablement ces films-là. Mais qui représentait à l'époque 40% des exploitations. Donc c'était énorme. Et ça, c'était des films qui étaient vus dans ce que je vous disais tout à l'heure, les salles de Terza Visione. Et les films de Bava, en fait, sortaient pas forcément en première exploitation. Et certains films, dont celui-là, passaient directement en Terza Visione justement parce qu'ils étaient trop violents pour pouvoir être vus dans une exploitation commerciale plus classique et plus accessible au grand public. De s'engouffrer dans ce filon, dans ces filons, c'est quand même, ça lui a aussi permis d'exprimer quelque chose qui est justement une grande liberté dans la création de son œuvre, c'est-à-dire dans la mise en scène, dans l'usage des couleurs, dans ce que vous avez dit de cette articulation entre une maîtrise très, très extrême, même inventive de la technique, et puis un imaginaire flamboyant, quoi. Oui, puis le fait de tout maîtriser aussi, parce que Bava était absolument libre, avec des tout petits budgets. Voilà, était un créateur sur toute la ligne, puisqu'il coécrivait les scénarios. Alors, il n'était pas producteur, mais hormis ça, il écrivait les scénarios, donc il était aussi chef opérateur. Parfois, il maniait lui-même la caméra, il faisait les effets spéciaux. Évidemment, il dirigeait les acteurs, il s'occupait des postes électriques. Donc, il était vraiment, il travaillait aussi sur le son, la musique. En fait, il venait de changer de compositeur. Donc là, la musique que vous avez entendue est beaucoup plus marquée en fait que sur ses films précédents. Donc là, il avait choisi de prendre un compositeur en fait qui mette plus de pulsations, j'allais dire, que dans les musiques précédentes, qui étaient beaucoup plus beaucoup plus soyeuses. Et là, on a des choses qui sont beaucoup plus marquantes, beaucoup plus violentes même, avec l'usage des congas, avec la trompette. Et là, la restauration de la bande sonore est assez magnifique, parce que souvent, le problème qu'on a sur les restaurations de films de patrimoine, c'est qu'on a les sons qui sont trop perçants. Et là, pas une seule fois, on se dit la trompette, quand même, elle perce trop, on va trop dans les aigus, là, ils vont trop loin. Et en fait, on n'a pas du tout ça. À chaque fois, on a vraiment quelque chose qui perce bien sans nous agresser le tympan. Et ça, c'est assez fort parce que c'est quand même assez rare. En voyant le film, de nombreuses fois, j'ai pensé à Michael Powell et aux Chaussons Rouges. Alors, il y a aussi beaucoup quand je pense à ça, à la fois dans les déplacements qui sont assez soyeux, puisqu'on a quand même pas mal de travelling qui sont d'une légèreté assez hallucinante. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la façon dont la caméra se déplace, mais il y a une astuce en fait pour ces déplacements, parce qu'ils avaient très très peu de temps pour tourner. Et en fait, ils ne montaient pas des rails. En fait, ils utilisent un berceau.
Donc vous avez la caméra qui se déplace via un berceau et bon, je trouve que c'est quand même assez maîtrisé parce que ça ne doit pas être si facile que ça de faire bouger un berceau, même lourd. Maintenant, voilà, je pense que... C'est ça. Donc là, en fait, parce que nous, quand on est allé interroger son fils à Rome cette année, au mois de février, on lui a posé la question parce qu'on a dit mais quand même les travelling chez votre père, ils étaient quand même très très travaillés, très soyeux, très doux, mais en même temps assez énergiques. Donc comment il faisait pour arriver à ça? Il m'a fait. Et donc il a rigolé, puis il nous a fait le signe, et donc on s'est dit mais de quoi il nous parle? Et après il nous a fait Bambino, et puis donc on a compris qu'effectivement il se déplaçait avec des poussettes. Et donc après il nous a expliqué tout le fonctionnement du déplacement, du fait qu'ils mettaient des roues spéciales parce qu'ils avaient trafiqué certaines poussettes pour certains mouvements. Après, ils en utilisaient d'autres où ils mettaient des poids pour alourdir. Enfin, ils ont fait tout un système assez ingénieux pour qu'on arrive à des déplacements assez maîtrisés. Parce que là, quand on a la caméra qui passe derrière l'impression qu'on a de voir ces cages avec ces femmes en cage, comme vous le disiez tout à l'heure. Ou alors, au contraire, qu'on bifurque et qu'on change d'orientation à l'intérieur même d'une pièce qui est somme toute assez petite. On a l'impression de faire de grands voyages et ça, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, c'est à partir de là qu'ils arrivaient à donner cette impression à la fois d'énergie et de balai. Mais moi, pour en revenir au chausson rouge, il y a le rouge de la douleur. Moi, c'est à ça que je pense, parce que dans ces déplacements, effectivement, il y a une légèreté et il y a aussi une grande souffrance, parce qu'on le voit bien à chaque fois. La danse, c'est la souffrance. Pour ceux qui ont fréquenté des danseurs ou des danseuses, à chaque fois, c'est un travail exceptionnel sur le corps et cette espèce d'assouplissement que vous lui demandez en permanence, au bout d'un moment, c'est plus un assouplissement, c'est un asservissement. Et là, c'est un peu ce qu'on ressent quand on a, notamment le visage qui s'approche du fourneau. On a ce rouge qui ressort. Et moi aussi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser aux chaussons rouges, et à ces déplacements qui sont à la fois soyeux, mais là forcés. Et on arrive dans ce rouge éclatant qui nous rappelle le ballet, qui nous rappelle la danse, et qui est très troublant parce que là, on est dans la douleur la douleur ultime. Et ça, c'est assez surprenant. Et pour parler du masque du démon, effectivement, oui, il y a cette scène introductive, mais qui aussi nous fait penser à toute la culture qui est amenée. C'est-à-dire que dans le masque du démon, on a cette culture gothique et puis une culture plus anglo-saxonne. Alors à chaque fois, on a un sentiment d'étrangeté parce qu'on se demande où on est véritablement. On n'est pas dans le Chien des Baskerville, on n'est pas chez Dracula. Et à la fois, on est censé être dans un monde cinéma ou dans un univers de cinéma qu'on connaît déjà. Comme vous le disiez, monsieur, c'est déjà une mise en abîme. En tant que spectateur, on maîtrise déjà les codes. Et Bava, pour ça, effectivement, nous dit « Non, mais vous savez déjà comment ça marche. Moi, je vais vous montrer autre chose. » Et donc, nous, on est projetés dans un monde et on a quand même l'impression d'être déjà nous-mêmes spectateurs en fait, de ce film. Et ça, c'est assez impressionnant d'arriver à ça, surtout dans les conditions de production qu'il devait maîtriser à l'époque, en tout cas les budgets qu'il avait. Les acteurs sont comme des mannequins. Alors là, c'est vraiment le geste du réalisateur qui nous les fait, qui les place à certains endroits parce qu'il le veut. Effectivement, exactement comme une partie d'échecs. Nous aussi, on a beaucoup pensé à ça en regardant le film de nombreuses fois, en prenant des notes, en voyant les déplacements à la fois qui nous faisaient penser à la danse, et puis aussi en se disant non, mais tel personnage, s'il va là, en fait, il a perdu. Hop, il va être remplacé par un autre, et hop, on les fait tomber comme des poupées russes. Ah oui, mais des poupées russes, il y a les corps à l'intérieur des corps, et donc les corps, au bout d'un moment, on arrive, on n'a plus rien, et là, ce qu'on a, c'est ces corps désossés. Ces corps désossés, ce sont ces mannequins en osier qui sont à chaque fois très, très impressionnants, parce qu'on a l'impression de voir des corps. Alors, c'est étonnant, parce qu'on a eu cette discussion quand on est allé à la Cinémathèque française avec Jean-François Roger, qui est le directeur de la programmation, et moi, je lui disais que plus je voyais le film, plus j'avais l'impression de voir ces mannequins bouger, que pour moi, ils prenaient vie, et lui avait l'impression inverse, que plus ça allait, plus il avait l'impression que les corps se vidaient de sens, de viscères, et qu'ils arrivaient à une espèce d'inanité. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fonction des copies que vous voyez, vous n'avez pas les mêmes dans le carnet. Alors, il y a certaines copies où en fait le carnet n'est pas lu.
Donc en fait, il y a pas de, on ne voit pas, non, on la voit pas ouvrir les pages. Il y a des copies où on voit le texte écrit en français. Et dans le texte écrit en français, elle parle en fait d'un avortement. Elle en parle, là. Oui, mais Dans le carnet rouge. Dans le carnet rouge. Du tueur qui lui dit où est wo ist das Tagebuch, où est le journal intime. Il le met en allemand. Oui, il le met en allemand. Bah, en fait, je pense que là, c'est. Alors, il y a de nombreuses personnes qui se posent des questions parce qu'en fait, là, on est reparti du négatif et on se demande pourquoi on a des changements différents parce que on a à chaque fois effectivement cette phrase en allemand. Or, on sait que le film était une coproduction aussi allemande et que le but de faire un crimi donc, à la sauce italienne, c'était surtout que le film soit exploité en Allemagne. C'était le but premier. Donc on se demande si... Mais en fait, il n'y a aucune copie où on ait le texte écrit en français, oui, en allemand, en italien, oui, parce que c'est Bava qui l'a écrit lui-même de sa main, mais le texte du journal, mais on n'a aucune copie où le texte soit en allemand. Donc c'est un mystère. Pourquoi est-ce que la seule phrase écrite du tueur, est-ce que c'est pour... Je pense que c'est pour faire référence au style, au fait qu'on est dans un crimi. Moi, je vois comme ça, à ce genre, et qu'on est rattaché à nouveau à un genre bien spécifique, qui est ce genre de film-là. Parce qu'on a quand même beaucoup de jeux avec le cinéma en particulier. Quand on voit le personnage qui ressemble à Peter Lorre, celui qui est le dessinateur, là, tout de suite, on sait qu'on est dans un monde qui est un monde cinématographique. Quand on voit le personnage de Cameron Mitchell, donc, qui est le directeur administratif, c'est lui qui avait joué dans le film La Ruée des Vikings, donc qui jouait le personnage, en fait, qui reprenait le personnage de Kirk Douglas. Donc il a une espèce de physique qui est un physique très cinématographique, pas aussi beau évidemment, mais il a un physique quand même qui fait très cinéma. À La Ruée des Vikings, oui, c'est super. Et donc, on a à chaque fois ces personnages qui s'inscrivent déjà dans une espèce de tradition du cinéma et du personnage assez typé, comme le personnage de la femme asiatique, qui était souvent ces personnages un peu troubles, un peu fourbes, qu'on retrouve beaucoup, qui jouent sur les clichés de l'asiatique dans les films noirs, quoi. Donc, ça pourrait être une sorte à la fois de référence au crimi, et de résurgence languienne qui est... Oui. De toute façon, il y a pas mal de références chez Bava à Langue. On a parlé de ça à son fils qui nous a dit non, mais je ne sais pas trop. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de distributeurs et qu'en fait, les distributeurs faisaient ce qu'ils voulaient avec les copies. Et en fait, suivant les copies qui étaient distribuées en Italie même, les films étaient coupés, remontés, vraiment sans vergogne. Donc il nous a dit, moi je pense que ça vient plutôt de là, mais on lui avait posé la question aussi parce que nous, ça nous surprenait beaucoup quand même de voir ces différences là, parce que la différence de langue est quand même manifeste. Et là, oui, c'est assez surprenant. L'indice, c'est un indice de cinéma, moi je le vois comme ça. Ouais. Je ne dis pas que j'ai raison, mais... Le crimi, vous définissez comment exactement ? C'est une enquête assez traditionnelle avec un inspecteur qui est celui qui est limite parodié ici, avec il se pose les mains sur les hanches comme ça en se demandant ce qu'il fait. Oh, c'est un maniaque sexuel. Et donc en fait c'est lui, il joue le rôle du béotien. Donc en fait il nous guide à travers l'enquête et c'est lui qui va déceler les indices de manière pas très subtile. Et c'est une enquête, ce sont des enquêtes assez basiques qui sont assez lentes. Et c'était des adaptations de romans de gare qui n'étaient pas exceptionnels, mais qui en fait étaient vraiment destinés à faire passer le temps pour ceux qui aimaient les polars, quoi. C'est pas très très fort, mais c'est une enquête assez classique où on suit un meurtrier un peu comme chez Colombo, quoi. Colombo c'est mieux, mais c'est une enquête assez simple, quoi. On sait à chaque fois le meurtrier, on sait qui c'est, donc du coup on va d'un point A à un point B, un point C, et, donc on suit le cheminement pour voir qui est le meurtrier et que le policier puisse le résoudre. Et là, justement, on a cette coupure. Parce qu'en fait, le policier, on l'empêche
empêche de résoudre le meurtre, puisque en fait, eux, ils restent comme de ronds de flanc et en fait, il ne se passe rien de leur côté. Ah oui, ils sont gratinés. C'est quand même une belle critique de la police. Hein, et des enquêteurs. C'est même qu'on peut dire. Oui, de toute façon, Bava était assez irrévérencieux, donc effectivement, il y a pas mal de... Il y a un esprit, il avait un côté un peu anarchiste, et on sent qu'effectivement, ça se reflète pas mal, là, parce que les institutions ne sont pas très flamboyantes. Hein. Le conte n'est pas mal non plus. D'ailleurs, finalement, il n'y a pas beaucoup de personnages, en tout cas les personnages masculins. Ça, c'est une chose qu'on lui reproche beaucoup, qu'on lui reprochait, cette espèce de misanthropie, effectivement, parce que le fait qu'il bouge ses personnages comme des pions, qu'on joue à des échecs, donc on fasse tomber les uns les autres, qu'on les torture, on est à chaque fois, il n'aime pas trop ses personnages et ses acteurs. On tend vers la décrépitude, parce qu'à chaque fois, on sent qu'il ne faudrait pas grand-chose un an après, et on aurait déjà vu les lames du parquet tout émoussées, on verrait les tentures, beaucoup plus abîmés, ça se trouve ils n'auraient plus rien dans l'assiette, il n'y aurait plus de majordome, enfin on sent qu'on n'est pas loin vraiment d'un monde, d'un monde en perdition, ouais. Mais ça c'est souvent aussi dans les giallo, ça revient souvent parce qu'il y en a pas mal qui sont situés à Parme, à Venise, et à chaque fois on a ce sentiment d'humidité latente, vraiment de choses qui s'étiolent, et là on sent qu'on est dans un monde qui s'écroule, malgré le fait qu'on ait des couleurs magnifiques. C'est ça qui est assez étonnant. Mais derrière le vernis des visages que vous avez, chaque fois on voit quand même qu'ils ont des couches. Alors ça c'est aussi dû à la restauration, parce que dans les versions, dans les photos d'exploitation et les copies plus anciennes, c'est pas aussi marqué. Mais on a effectivement un maquillage qui est très très marqué et qui est assez fort et qui donne justement ce sentiment de plus avoir de traits et de faire que sous le vernis, dès qu'on gratte un peu, on a les rides qui apparaissent et on a les vrais visages. Juste avant de vous passer la parole, et aussi peut-être que effectivement, finalement, les personnages sont un peu des archétypes, mais en revanche, ce qui l'intéresse, c'est l'inquiétante étrangeté, c'est la pulsion, c'est la passion, les passions mauvaises, c'est tout ce qui pousse. Et dans ce sens-là, évidemment, le portrait est général est porté par les couleurs, par l'ambiance, par les décors, par la magnificence, etc. Mais révèle tout ce qu'il peut y avoir de plus fangeux, comme vous le dites, de plus obscur, les passions les plus veules. Il y a quelque chose d'assez veule d'ailleurs dans les personnages masculins, hein. Même dans la manière dont ils sont maquillés ou filmés. Hein, à chaque fois, on a effectivement... Le regard aussi, les regards aussi, c'est très important. Oui, d'ailleurs, il y a la scène avec le sac à main dans lequel il y a le journal, là. Hein, et là, c'est vraiment comment la lumière vient métamorphoser les visages. Hein, ils sont tous distordus de cette espèce d'anxiété, d'avidité, de qui va récupérer le journal intime qui va enfin dévoiler leur turpitude à tous, puisque finalement ils sont tous coupables. Donc c'est vraiment cette peinture intérieure une sorte de... C'est pour ça que j'ai parlé de torpeur. De monde en fin de vie. Et puis il y a aussi, à chaque fois, nous en tant que spectateurs, on est projetés, puisqu'on a la caméra qui s'approche toujours un peu près de leur visage. Eux s'approchent, mais nous aussi on y va. Et donc ça c'est toujours surprenant, parce que ça crée quand même une rencontre avec ces personnages dont les actions ne sont pas les plus belles et qu'on n'a pas forcément envie de voir à ce moment-là. Donc pour nous, c'est très troublant d'arriver vers eux et qu'eux s'approchent de nous, mais eux en tant que personnages, alors que nous, on est spectateurs et donc on n'est pas du tout acteurs de cette situation, mais on se retrouve acteurs en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de décadence. Moi, j'avais plutôt eu l'impression de quelque chose de l'ordre de la dévoration, comme si ce couple qui détient cette maison dévorait ces mannequins, comme il ne reste d'ailleurs que les squelettes sur nos osiers. Tous les personnages eux-mêmes ont l'air de s'effondrer sur eux-mêmes ou de s'auto-détruire plutôt que de lutter dans une sorte de décadence petit à petit. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir un couple d'araignées mangeant ses petits que...
C'est pas faux, vous avez tout à fait raison. Ah ouais, non, c'est vrai. Puis eux-mêmes, à la fin, finissent par se manger, puisqu'ils sont, ils s'entretuent. Et en plus, on a on a cette espèce de gémilité à chaque fois avec ça me fait penser un peu, mais ça, oui, ça me fait penser aussi donc à Tim Burton et à Sleepy Hollow, et puis à la forêt tropicale aussi, avec ces arbres qui essayent de venir sur les autres et qui donc mangent la sève, enfin les dévorent en aspirant la sève et en fait les vident de toute vie. Et du coup, on arrive oui, il y a une espèce de coquille vide qui représente l'arbre et qui finit par s'écrouler. Et ces coquilles vides seraient effectivement les mannequins en osier. Parce qu'à chaque fois qu'on a aussi pas mal de chérubins en sculpture, ouais, en statue. Et on a plusieurs meurtres où il y a les deux mannequins qui se retrouvent l'une sur l'autre, comme les meurtriers qui sont tout proches. Donc ça, c'est assez surprenant à chaque fois de créer cet effet de double, comme si il y a beaucoup d'interprétations qu'on pourrait avoir à ce propos. Il y a un œil aussi assez voyeur, on a pas mal de fois où il y a les photographes qu'on voit apparaître, qui prennent les photos qui ne sont pas forcément voulues, avec un flash qui est quand même assez fort, alors qui ne nous éblouit pas nous en tant que spectateurs, mais qui donne quand même une certaine pulsion, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est quand même un cinéma de pulsion. À chaque fois, on est sur des gestes qui sont quand même assez primaires. Enfin, quand le tueur lui imprime, parce que c'est véritablement, c'est d'ailleurs la couverture du livre qu'on avait choisi à l'origine. C'était le corps, c'était le meurtrier sans trait qui appliquait en fait cette espèce de main crochue sur le visage de cette femme pour lui enlever toute humanité et puis la priver elle aussi de ses traits finalement. Pour des problèmes de droit, nous aussi on n'a pas pu avoir cette photo, mais on trouvait que c'était assez symbolique effectivement, à la fois de la main crochue qui donnait la mort et puis de ce meurtrier sans visage qui nous semblait assez fort et assez représentatif en fait de la façon dont Bava agit avec les traits de ses acteurs je trouve qu'on a du mal à se souvenir véritablement des traits des acteurs, quoi. Si on repense aux Vikings de Fleischer, puisqu'il y avait la ruée des Vikings, tout de suite on pense à Kirk Douglas, on pense à Tony Curtis, tout de suite on sait qui c'est, on voit vraiment, on a le visage qui est imprimé dans nos rétines. Il y a une volonté de mettre en avant l'architecture pour donner finalement plus d'importance, enfin nous c'est comme ça qu'on le voit en tout cas, parce qu'on s'est beaucoup posé la question à chaque fois, mais c'est un peu comme ce que je vous disais à propos du décor dans la planète des vampires finalement, qui a le plateau lui-même, donc qui est un vaisseau spatial donc gigantesque, parce que le plateau est vraiment très très grand. J'ai plus en tête le nombre de mètres carrés, mais c'est vraiment gigantesque. Et à chaque fois, nous aussi on se pose la question et on pense qu'il y a une espèce de composition du cadre qui met en valeur l'architecture, parce que ça nous donne l'impression d'être à chaque fois dans un cadre de peinture. Enfin, nous, en tout cas, on le voit un peu comme ça. Toujours ce désir de rester peintre. J'ai l'impression de me trouver dès le début dans une toile d'araignée ou un labyrinthe. Parce que, en fait, tout le monde est déjà condamné. Un se drogue, l'autre et la directrice, ils ont assassiné le mari pour que l'autre puisse prendre sa place. Tout est calculé d'avance. Et il y a un drogué, un autre qui est complètement fauché. Et tout le monde est lié avec ce journal de bord, on va dire. Et c'est incroyable parce qu'ils sont tous condamnés d'avance. Et tous ces labyrinthes dans cette boutique d'antiquité et tout c'est un huis clos en fait. Et tout est déjà en désolance dès le départ, et c'est incroyable. Et c'est pour ça l'architecture, je me retrouve dès le départ dans un huis clos, entre guillemets, où tout le monde est déjà condamné d'avance, sauf les domestiques, parce que je le trouve très fort, la femme domestique devant la cheminée avec le manteau noir et tout. C'était incroyable comme petit spot, et c'est elle, en fait, la plus lucide, et le valet, en fait. Parce que eux, ils sont là, ils observent, ils savent tout, en fait.
Ils sont hors labyrinthe. Ce sont plus cette population plus populaire qui finalement n'est pas dupe, comme vous le disiez, du jeu qui est mené autour d'eux, et ils ont beau être présents, ils savent très bien comment ça se passe et eux vont en réchapper justement. Pour en revenir à l'architecture, effectivement, dès le début, c'est étonnant parce que en fait, on n'a pas beaucoup de composition avec les insectes, mais on a quand même l'impression d'être... oui, exactement. Alors le début, quand on arrive, effectivement, c'est comme la toile d'araignée, puis du coup, les spots, enfin la lumière, la façon dont elle nous fait arriver, nous plonge d'entrée comme si c'était une grotte ou une toile d'araignée, et que ce mannequin qui se déplace, elle a beau bouger, en fait, elle est déjà prise dedans, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Oui, qui effectivement, qui fait opposition en fait à ces grands raies de lumière en fait qui sont juste derrière, qui eux font un demi-cercle, et elle, c'est comme si elle était au centre et déjà prête à être tuée. Et ce que vous disiez, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ils ont beau prendre la voiture, ils ont beau se déplacer, en fait, il n'y a jamais de mouvement. Ils passent d'une rue à l'autre, ils tournent à droite, ils sont arrivés, et ils sont toujours dans ce cadre qui les enferme et qui vraiment les contraint, les mène vers la mort. Il y a un autre film, moi j'ai découvert tout ça parce que Jean-Fabrice est un fan, donc il m'a éduqué, on va dire. Il y a un film qui peut-être un jour on pourra passer, qui est La Baie sanglante, donc qui est un film plus tardif, qui est un film assez exceptionnel et très différent puisqu'il est dans un espace quasiment extérieur, un espace à la fois les couleurs. Moi j'ai vu une copie virée à la Cinémathèque, mais c'est un peu différent. Donc tout était magenta, voilà, mais je pouvais imaginer peut-être les couleurs véridiques, mais avec là aussi un regard presque... il y a des insectes. D'entomologie sur des personnages qui se retrouvent enfermés dans un espace qui est pourtant un espace... D'ailleurs, c'est une des questions de ce film. Est-ce que cet espace sauvage va être, dévoré pour le coup par les constructions ou pas, pour faire de l'argent ou pas, voilà. Et du coup, cette manière de traiter l'espace, que ce soit dans un espace où on va jouer sur les architectures ou un espace dont la question est est-ce qu'il va rester sauvage ou pas, revient toujours à ce sentiment d'enfermement et de personnage pris dans une toile. Oui, La Baie sanglante réduit encore plus l'intrigue finalement, parce qu'on va vers la simplicité, on élague de plus en plus, en plus, et on arrive dans la nature. Donc là, on élague. Avec tous les instruments possibles. Et là, ce qui est assez étonnant avec La Baie sanglante, oui, c'est le dialogue avec cette nature américaine toute puissante, qu'on peut retrouver par exemple dans La dernière maison sur la gauche, où là vous avez effectivement, vous êtes livré, mais bon, une grande partie du cinéma américain des années 70 nous expose le fait que la nature finalement va avoir le dessus sur nous. Si on prend un film qui est connu comme Délivrance, on a beau être avec une population limite des génies gagnés, ou qui a justement jamais gagné une façon de vivre en société, la nature de toute façon gagnera et sera plus forte que l'être humain. Mais on a aussi ça dans le cinéma allemand, donc ça c'est quand même un thème des années 70 qui est assez fort et qui rejoint aussi beaucoup de préoccupations écologiques, écologistes, qui avaient déjà dans les années 70. Quand on nous parle maintenant de l'écologie comme si on la découvrait, moi je rigole un peu, parce que des années 60 on a ça dans les romans de science-fiction, dans les films des années 70, et là chez Bava dans la Baie sanglante, c'est quand même un film d'exploitation italien qui n'était pas destiné au grand public, et on a quand même déjà ces préoccupations-là qui sont là, ces préoccupations qui sont présentes, tout comme dans le cinéma américain, donc beaucoup de films d'exploitation et beaucoup de films aussi plus grand public, donc je trouve ça assez étonnant. Justement, vous parlez de cinéma d'exploitation. Est-ce que c'était bien sûr à la sortie ce film, celui-là?
En fait, il y avait assez peu de critiques de ces films-là parce qu'il y avait une distribution qui était assez restreinte. Il y avait assez peu de visionnage pour la presse, donc il n'y avait pas un véritable accompagnement critique des films. Par exemple, pour Bava, les films qui sont restés, c'est là où l'importance de la sortie de la salle est capitale. C'est que les films qui sont restés, en tout cas dans les films dans les pays où ils sont sortis, dans l'inconscient collectif, sont des films qui sont sortis en salle. Six femmes pour l'assassin est sorti, Le Masque du démon est sorti, et les films, par exemple, comme Une hache pour la lune de miel dont je vous parlais avant, du coup, ce sont des films qui ne sont pas sortis et qui finalement ne restent pas dans les esprits. On a beau les avoir en DVD depuis une vingtaine d'années, en Blu-ray maintenant, dans des conditions magnifiques, finalement, on s'aperçoit que les films, étant donné qu'ils n'ont pas été montrés en salle, ils n'ont pas une importance, ils ne prennent pas l'importance capitale qu'ils pourraient avoir. Parce qu'il y a quand même toute la carrière de Bava qui est divisée quand même en plusieurs parties. On le voit bien, là à chaque fois, on revient sur cette période jusqu'à Danger diabolique, jusqu'à 1968, qui est qui est quand même assez violente, mais dont la violence va s'accentuer en fait au fur et à mesure des années et qui n'a plus connu de sortie salle. Et en fait, dans l'esprit, hormis ceux qui adorent ce type de cinéma-là, finalement, est assez moins vivace. Donc c'est là qu'on s'aperçoit quand même que la distribution, la salle, jouent leur place, et du coup parce qu'il y a aussi un accompagnement critique et que ça entre quand même dans l'esprit des historiens de cinéma. Et la critique aujourd'hui ? Aujourd'hui, la critique, pour Bava, en tout cas, le renouveau. Alors, c'est marrant parce que c'est arrivé à peu près en même temps des deux côtés de l'Atlantique, à la fois en France et aux États-Unis. Alors, en France, grâce aux travaux de Jean-Louis Letras, qui était un universitaire de Paris 3, qui a contribué qui a fait un livre, en fait, un livre d'écrits sur Bava, coécrit avec, un recueil d'essais critiques sur Mario Bava, et qui a. Fin des années 80, début des années 90. C'est début des années 90, et en fait, ça a été conjoint avec une grande rétrospective à la Cinémathèque française qui a lieu en 1994. Et en même temps, aux États-Unis, il y avait Tim Lucas, donc, qui était le rédacteur en chef d'une publication qui s'appelait Video Watchdog, qui, lui, a beaucoup travaillé sur Bava. Et donc, c'est lui qui a écrit un énorme livre sur Mario Bava, et c'est lui qui a fait tous les commentaires audio des DVD qui sortaient à partir du milieu des années 80, à partir de 97. Donc, lui est arrivé à peu près dans cette période-là. Et donc, il y a depuis le milieu, depuis le début des années 90, milieu des années 90, il y a une relecture de Mario Bava, effectivement, mais c'est aussi parce qu'on a pu voir les films dans de meilleures conditions. Avant, c'est vrai que voir les films dans des copies dramatiques, dramatiques dans le sens où elles étaient atteintes dans leur intégrité propre, c'est vrai que c'est assez dur, hormis ceux qui sont fans ou des critiques qui auraient le temps d'aller analyser ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, du coup. Cahier Positif, par exemple. Alors, Positif a fait sa couverture avec Le Masque du démon, donc quand le film est sorti en France en 1961. Et ce que Positif aimait bien, c'était le côté un peu surréaliste de Mario Bava, parce que la revue a été créée par des surréalistes, et ce qu'ils aimaient bien, c'était ce côté proche du surréalisme de Mario Bava. Après, ils ont chroniqué tous les films qui sont sortis en France, et ils ont fait une grande interview avec Mario Bava ça devait être en 72, je pense, qui a été faite par Ornella Volta, qui était une historienne qui habite Paris, qui est toujours en vie. Et après, il y a eu une grande interview avec Libération, mais qui a été publiée bien plus tard, en 1980, donc qui avait été réalisée avant et qui a été faite. Parce que Libération, c'était au moment où c'était un quotidien plus grand public, et ils avaient publié cette grande interview de Bava. Donc. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, oui. Oui, mais en tout cas qui était grâce à Serge July, qui était lui-même cinéphile, voilà, et où il donnait une énorme place au cinéma, puisque c'était quand même l'un des rares quotidiens, et c'est toujours le cas, je pense, à faire des unes
des unes entières avec des films. C'est quand même pas si... Ouais, ils le font toujours. Donc, et dans les cahiers du cinéma, en fait, il y a eu quelques critiques. Ils n'étaient pas amoureux de Mario Bava, mais par contre après, à partir des années 90, ouais, ça a commencé à changer parce que là, par exemple, maintenant, ils soutiennent énormément. Mais ça, depuis le milieu des années 90, depuis la redécouverte de Bava, il y a eu ce soutien. Il faut que les cinéastes meurent, c'est comme le jour où les cinéastes meurent pour qu'on redécouvre l'œuvre. C'est incroyable. Il faut aussi qu'ils soient accompagnés par la distribution et que donc les critiques puissent les voir. Non, mais il y a aussi tout un aspect véritablement professionnel et du fait que le public puisse aussi recevoir les films. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi peut-être une révélation, on va dire, plus tardive de tout ce qui est alors soit on dit cinéma de genre, soit on dit de cinéma bis, soit on dit même, là, pour l'usage des couleurs, d'un cinéma qui serait plus maniériste, et qui du coup, effectivement, pâtit peut-être au départ de cette ambivalence de quelque chose qui serait du pur divertissement, jusqu'à ce qu'apparaisse, et ça prend du temps à être reconnu, la splendeur pour elle-même de la mise en scène et des inventions visuelles, sonores, comme vous en avez parlé. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à découvrir et de se replonger dans le cinéma du passé, ça montre aussi que par rapport à ce qu'on a sous les yeux à l'heure actuelle, il y a aussi beaucoup de choses qui sont... Non, mais c'est une plongée constante dans le passé, mais aussi en dialogue avec le présent, parce qu'à l'heure actuelle, Bava est aussi... alors, ça a été une influence assez rapidement quand même pour des réalisateurs comme Brian De Palma ou John Carpenter, donc, qui dès les années 70 ont été très très influencés par Mario Bava, et puis de nos jours il y a d'autres, puis il y a Dario Argento bien évidemment, et puis après de nos jours il y a eu Tim Burton qui était un de ses fils spirituels, parce que Sleepy Hollow, il y a quand même des séquences qui sont des hommages au Masque du démon et qui sont des séquences entières. Et puis aujourd'hui, il y a Nicolas Winding Refn qui fait un cinéma d'art et essai qui est dans les grands festivals et qui s'inspire aussi beaucoup de Bava. Mais il s'en inspire, mais c'est pas toujours la même chose. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive vraiment à en faire son propre cinéma tout en étant très très influencé, et ça c'est assez exceptionnel. Selon vous, la symbolique de La Fontaine Il y a cette espèce d'éclat en fait d'ouverture qui donne, mais qui moi il me fait penser aux comédies musicales, parce qu'on a souvent ça, ce grand aspect assez du spectacle. Voilà, vous entrez dans le cinéma, vous savez que vous êtes dans un film, et donc vous avez La pancarte. C'est ça, la pancarte qui est brinque-ballante Gros plan sur, et qui sur se la casse pancarte. et qui est donc qui est écrit. On sait qu'on rentre dans cet univers de cette maison de couture, de cet endroit où il y avait quelque chose, non pas de pourri au royaume de Danemark, mais qui est brinque-ballant d'emblée. Et effectivement, si on veut y voir, la métaphore sexuelle, on peut tout à fait, parce que très vite, on va entrer dans le fait qu'on n'accomplit pas il y a une espèce de répression du désir à chaque fois. C'est un cinéma de désir, parce qu'on est attiré, on a l'œil qui est attiré, on désire en fait à chaque fois cette espèce de chatoyance qui nous attire. Et en même temps, on sent bien que les personnages ne s'accomplissent pas sexuellement. Moi, je le vois beaucoup comme ça à chaque fois, parce qu'on nous parle beaucoup de psychanalyse à propos de Bava. Moi, je suis assez primaire, donc je vois beaucoup plus effectivement un non-accomplissement de leur désir sexuel pour le coup. Alors que nous, en tant que spectateurs, on est vraiment porté par ce désir. Et effectivement, moi, je suis pas, je trouve ça assez drôle, mais oui, je suis assez d'accord qu'effectivement, on aurait une espèce d'éjaculation qui nous arriverait à ce moment-là, parce que de toute façon, elle ne va pas arriver pendant le film, et les personnages ne s'accomplissent pas. Donc, il y a aussi un aspect un peu moqueur vis-à-vis de ça. Je vois. Oui. Quand on voit à la fin la fontaine, c'est quand on est en extérieur et que là, la maison est complètement éclairée, soit verte, soit rouge, et qu'on rentre et que
avec les 2 tentures rouges. Je ne vous renverrai pas, comme je l'ai dit il y a 3 semaines, à cette géniale analyse du verrou de Fragonard par, évidemment, je vais oublier son nom, par Daniel Rasmussen, sur voilà, comment la forme érotique est cachée dans le rideau. Voilà. Mais effectivement, on rentre dans la maison où le personnage de Massimo, comment il s'appelle, le tueur, quoi, est seul, enfin seul, avec la cassette. Moulaki, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc effectivement, on revient sur cette fontaine avec là le rouge et le vert, et puis on rentre. Bon, mais il n'aura pas le temps de jouir du fruit de ses meurtres et de sa rapine. Il y a aussi, voilà, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, et donc effectivement, à chaque fois, on voit qu'ils sont eux-mêmes punis par rapport à ces péchés qu'ils ont pu commettre, enfin, c'est ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a comme un cinéma de punition, et pourtant, on ne voit pas tellement la main de Dieu. Ça, c'est assez surprenant, autant chez Lucio Fulci, qui est un des grands réalisateurs de genre italien. À chaque fois, on a des croix dans pas mal de pièces. Et là, chez Bava, jamais. On n'a pas cette main divine qui donne la mort. On a plutôt l'impression qu'on est déjà passé au-delà. Et c'est pour ça que moi, ça me fait vraiment dire qu'on est déjà dans la mort et non pas dans une espèce de divinité qui nous entoure ou dans laquelle on pourrait croire quelque chose, en tout cas, auquel se raccrocher. Bon, mais écoutez... Ce sont des personnages qui ont une grande misère intérieure, très grande misère intérieure. Qui ne s'accomplissent pas, oui. On retient La splendeur est dans le décor, dans ce qui est projeté. Voilà. Cher Gérald Duchossois, merci infiniment d'être venu jusqu'à Vincennes, venu de loin, voilà, parce que vous habitez Angoulême. Désormais, oui. Je Donc, suis voilà. parisien. Merci beaucoup pour cette soirée, merci à vous d'être venus. Et donc, il y a des livres, si vous voulez, le livre de Gérald et de Romain van der Stiele. C'est ça ? Oui, en fait, c'est francisé, c'est d'origine néerlandaise, mais comme sa famille est venue vivre en France, le nom a été francisé comme plein de noms d'étrangers qui francisaient leur nom. Ça arrive même au meilleur. Il est tard. Donc, si vous souhaitez acheter le livre, et si, voilà. Ah bah moi je suis disponible. Oui. On en a quelques-uns grâce à la gentillesse toujours bienveillante de la librairie Nipage, que je remercie aussi beaucoup. Merci beaucoup.